Je prends quelques minutes pour vous parler des agresseurs psychosociaux parce que je vous dirais que quand on regarde parfois avec le recul, une carrière sur plusieurs années pour ceux qui en ont quelques-unes en arrière de la cravate, ben on se rend compte assez vite que les agresseurs psychosociaux, avant on en parlait peu, puis que comme je le disais aujourd'hui, ben on les retrouve, on les voit de plus en plus, on reste on reste capable au moins d'en parler maintenant de ces agresseurs-là, puis d'agir contre eux, tu sais, le harcèlement psychologique, que ce soit à l'école ou en entreprise ou autre, ben, on le voit bien dans les dernières années, au moins on en parle de plus en plus. La CNESST aussi a fait des campagnes par rapport à ça, parce que c'est vraiment un fléau. Puis moi, quand je regarde les dernières années de travail que j'ai eues, c'est peut-être mes agresseurs les plus importants. Bon, je travaille plus en usine, mais même en usine, les agresseurs psychosociaux, malgré tous les produits que j'avais autour de moi, étaient parfois les agresseurs que je jugerais les plus fatigants, en tout cas, pour moi, ou ceux qui m'ont le plus miné, ou ceux qui m'ont mené le plus à avoir, à développer des blessures, que ce soit que ce soit physique ou autre, parce qu'on finit par être se fatiguer de ça, les agresseurs psychosociaux. Alors regardons-le ensemble un peu. Puis souvent ils sont souvent mal identifiés en entreprise, ou on a peur de pas les attaquer. On veut pas s'attaquer à ce problème-là parce on sent pas qu'on a les moyens, on sent pas qu'on est la bonne personne. Mais si vous sentez qu'un de ces agresseurs-là est là, ben c'est votre rôle de communiquer, de communiquer dans l'entreprise. Si votre entreprise veut tendre vers le risque zéro, il faut que tout le monde dans l'entreprise comprenne que les agresseurs psychosociaux sont des agresseurs extrêmement importants dans une entreprise, puis qu'on doit en tenir compte. Une mauvaise organisation du travail, c'en est une, tu sais. Combien de fois des productions qui changent à la dernière minute, ou un manque d'organisation, manque de matières premières vont affecter le travail d'un opérateur, par exemple. Ça peut être assez agressant en soi. Les cadences de travail, ben aussi, c'est bien de moduler la production, donner un coup de fouet, quoi, pour produire, mais il faut garder une cadence qui est respectueuse des gens, respectueuse dans les conditions dans lesquelles ils sont. On a tendance à travailler à cadence rapide le matin, on est plus réveillé, on est plus frais, on est moins fatigué. Plus la journée avance, plus de façon générale, moi je vous conseille de réduire votre cadence de travail. Et puis si vous n'êtes pas en mesure de la réduire, bien de trouver des moyens et d'expliquer au patron que en après-midi, j'ai d'autres tâches à faire, je suis un peu plus fatigué, la cadence est un peu difficile de ce temps-ci. Ralentir cette cadence-là, par exemple. Les travails répétitifs, bien sûr, déplacer un même objet 1000 fois, bien ça va finir par devenir un agresseur, même psychosocial, plus que pas uniquement physique, mais psychosocial, parce que on est agressé, on est tanné aussi de faire cet objet-là. Les chaînes de montage ont souvent beaucoup de difficultés à recruter des gens, parce qu'un travail répétitif, là, c'est pas juste sur les muscles, c'est pas juste sur le musculo-squelettique que ça a de l'impact, ça a de l'impact psychologique aussi parfois. Si vous répétez un travail que vous haïssez 10 fois par jour, vous comprendrez l'irritation que ça peut amener. Les horaires de travail, faudrait-il que l'on travaille autrement que de jour? Généralement, le travail de jour, celui qui a le moins d'impact sur un travailleur, parce que on suit le cycle naturel de l'homme, son cycle de sommeil aussi. Mais quand on se met à travailler de soir, pire même dans certaines entreprises de nuit, ben là, il y a tout l'horaire de travail qui vient affecter. J'ai connu, moi, des opérateurs qui étaient incapables de travailler de nuit parce qu'ils dormaient pas. Alors, imaginez 3 chiffres de nuit. D'autres qui, quand on les mettait de soir, ben ça vient bouleverser toutes leurs habitudes, toute leur dynamique familiale va être affectée par ça aussi. Puis ça devient à ce moment-là un agresseur psychosocial, parce que dans la famille, ben j'ai plus le même soutien, j'ai plus la même forme de soutien que j'avais quand j'étais Joe. Donc c'est quand on change d'horaire, disons que c'est ça qui est le plus qui peut le plus perturber un agresseur psychologique. Ben, le surtemps, évidemment, moi j'appelle ça les mangeurs d'overtime. Là, ceux qui quand on dit s'il y a du surtemps, ils lèvent la main, ils lèvent les deux, là, puis ils baissent les mains des autres pour être sûr d'être pris, là. Les mangeurs d'overtime, j'en ai connu beaucoup, puis je les ai vus tomber aussi, parce que on ne peut pas faire
15-20 chiffres d'overtime dans une année, puis pas penser que ça a un impact, un impact sur notre vie. Puis tu sais, c'est large cet impact-là. Elle va de la frustration familiale jusqu'à la fatigue mentale, d'avoir à faire tel ou tel geste dans les conditions qu'on voit là. Donc oui, sur temps, mais il faut pas en abuser. Faut surtout, s'il vous plaît, devenez pas des mangeurs d'overtime. Là. Ceux que j'ai vus devenir des mangeurs d'overtime, moi, ils ont mal viré sur le long terme, en tout cas, ceux que j'ai vus faire. L'insécurité d'emploi, bon, ben évidemment, c'est un agresseur. Si on a peur de perdre notre job, mais ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce qu'on peut faire, c'est de faire le travail le mieux qu'on peut en étant le plus performant possible, sans se blesser, évidemment. Puis après ça, ben, on espère que les conditions vont faire ça, qu'on garde notre travail. L'harcèlement psychologique, ben, la CNESST a fait beaucoup de campagnes là-dessus dernièrement. Je pense que les gens commencent à comprendre l'impact de ça, surtout surtout dans des entreprises où les relations hiérarchiques sont très structurées, sont très dures, je dirais. L'harcèlement psychologique, on l'a dans toutes les structures. Dans les structures très hiérarchisées, vous comprendrez que quand c'est un patron qui nous harcèle, c'est beaucoup plus difficile de fonctionner là-dedans. Je n'ai pas à vous dire quoi faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'harcèlement psychologique, c'est vraiment une plaie. Là. Moi, j'ai vécu des gens qui étaient très harcelants, des gens très contrôlants parfois dans mes milieux de travail. Puis moi, ça m'a déjà beaucoup affecté là, parce que le soir, quand je rentrais au travail, j'étais incapable de pas penser aux bêtises que cette personne-là m'avait dites. Ou ça me revenait en tête, je me disais, mais mon Dieu, pourquoi je n'ai pas répliqué quand elle m'a dit ce tissu de conneries-là? Alors, on vit même parfois de la culpabilité dans les harcèlements psychologiques. Puis évidemment, si vous en vivez, je vous conseille d'en parler le plus rapidement possible parce que ça s'arrange pas avec le temps. D'habitude, quand quelqu'un a fait de l'harcèlement psychologique, il va continuer pendant de nombreuses années, si personne l'arrête. Mais c'est vraiment dur à arrêter, là, mais ça en est un, moi. C'est sûrement le plus majeur, en tout cas pour moi, qui m'a beaucoup impacté. La communication avec un supérieur aussi qui est difficile. Le supérieur n'est pas nécessairement toujours un harceleur, mais parfois, si on a une communication, puis ça peut venir de nous aussi, cette difficulté-là à communiquer avec un supérieur, ben, ça peut être un agresseur très important. Puis je pense que un truc rapide, c'est de lui dire au supérieur, regarde, je suis un peu mal à l'aise quand je te parle pour telle raison, ou j'ai l'impression que je suis pas assez compétent, que j'utilise pas les bons mots quand je te parle. Juste de désamorcer parfois une situation, ou de le dire à l'autre, hey, écoute, le matin, quand tu viens me voir pour me donner des tâches, j'apprécierais que tu me dises bonjour, puis tu me demandes comment ça va avant, parce que moi, le contact social, ben, j'aime le vivre dans cette forme-là, dire bonjour aux gens, avoir des phrases accueillantes avant qu'on discute business, avant qu'on discute production, par exemple. Mais c'est mieux de le dire que de vivre ces frustrations-là, évidemment. Parce que je pense c'est rare les gens qui sont de mauvaise foi, quand dans les communications, là, quand les communications sont difficiles, là, généralement, c'est parce qu'il y a un manque de communication plus que d'autres choses. Les trois autres, travail à hauteur, travail sous pression, ou travail à risque élevé comme une entrée en espace clos. Ça, c'est plus un lien de la catégorisation. Il y a des types de travail qui peuvent être stressants. Le travail en hauteur en est un. Ça peut être très stressant pour certains individus. Il y en a même qui seraient incapables de faire ce type de travail-là parce que c'est trop agressant pour eux, le travail en hauteur, vu les phobies ou les peurs qu'ils ont développées. Sous pression, évidemment, on pourrait penser que quelqu'un qui te met de la pression ou autre, là, et puis travaille à risque élevé, entrer en espace clos, c'est un bel exemple. N'oubliez pas qu'à chaque année, il y a plusieurs travailleurs qui meurent encore en espace clos au Québec. Heureusement, dans le domaine de la production chimique, il n'y en a pas eu dans les dernières années. Mais moi, j'ai vu des cas recensés dans certaines usines, parce que je parle avec mes étudiants qui sont un peu partout dans les usines de production. Ça veut pas dire que les espaces clos sont bien faits en entreprise, ça veut juste dire que certaines ont été chanceuses.
Puis je pense qu'il y a encore donc des risques élevés là-dedans. Puis ça, ben, parce que les gens savent que c'est quelque chose qui peut être dangereux. Ça peut être un agresseur, ça peut devenir très stressant. Ben, moi, la recommandation que je donne, ben, si quelqu'un n'est pas à l'aise de faire une entrée en espace clos, si quelqu'un n'est pas à l'aise de travailler en hauteur, ben évidemment, nommer quelqu'un d'autre. Là, on ne force pas quelqu'un à faire un geste ou se mettre dans une situation à risque. Pour les espaces clos, c'est un bel exemple. Ce serait catastrophique de forcer quelqu'un à faire un espace clos s'il juge que c'est un agresseur qui est trop important pour lui. Parce que, imaginez s'il panique dans l'espace clos, qu'est-ce que vous feriez? Hein?